c'est Calbo, Arsenic, en direct sur Hype Soul. Salut Calbo, comment tu vas? Très bien. Calbo, on se retrouve à l'occasion de la sortie de ton EP Quelques gouttes de plus. Ouais. Mais avant ce projet, il y a désormais quelques mois, tu as publié un livre qui porte le même titre. Ouais. Dedans, tu fais ton autobiographie, ou en tout cas l'autobiographie de ta carrière musicale. Avec le temps, les souvenirs s'en vont, et si tu racontes pas ta propre histoire, quelqu'un s'en chargera pour toi. C'est pour ça que tu as écrit ce bouquin. Explique-nous le lien qu'il y a entre le livre et cette EP. Le lien qu'il y a entre le livre et cette EP, c'est que, donc déjà le livre c'est le premier, c'est quand je décide d'écrire le bouquin, donc je lâche un peu tout, je me livre dedans, et dans le bouquin, je fais référence à des morceaux que j'ai écrits dans ma vie, donc c'est des dizaines d'années, en fait je me suis dit quoi, je me suis dit par exemple il y a une scène où je dis j'ai eu le syndrome de la feuille blanche, pendant 2 ans j'ai pas écrit, tout ça. C'était à l'époque la séparation, tatati tatata. Et je me suis dit, ben, quelqu'un qui va lire le bouquin, il va lire ce moment. J'ai écrit un morceau qui s'appelle Sans haine, mais il est où ce morceau en fait? Et je me suis dit, ben, tiens, ce serait bien que tu fasses un EP derrière, à côté, parce que tous ces morceaux, ils existaient puisque je les avais écrits. Et j'avais la chance que mon fils gardait tous mes morceaux, parce que moi, j'ai toujours eu le réflexe, à chaque fois que j'étais en studio et que j'ai fait des morceaux comme ça, je les envoyais toujours à mon fils. Et donc, il avait comme ça une palette de morceaux à moi et il m'a dit, ben, tous tes morceaux, papa, je les ai. Et donc, j'ai retrouvé tous ces morceaux dont je parlais dans le bouquin. Et je me suis dit, ben, écoute, je vais faire un EP. Comme ça, les gens vont se référer. C'est pour ça, justement, qu'il y a la même pochette et le même titre. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et voilà, donc, quand tu vas lire le morceau Sans haine, le morceau Vert, jaune, rouge, le morceau La famille, c'est des morceaux que je parle dans le livre et tu les retrouves dans le EP. On va d'abord faire un retour en arrière, revenir sur les moments clés de ta carrière, pour ensuite parler de ce livre et de ce fameux projet. Un beau jour, vous vous retrouvez, toi, Lino et Pichou, alias TNT, qui était à la base le 3e membre d'Arsenic, à Colombes, chez Desch. C'était à l'occasion du morceau Ball Trap dans la mixtape L'art d'utiliser son savoir. Raconte-nous comment était cet enregistrement, qui d'autant plus était votre toute première fois en studio. Je me rappelle, c'était dans un studio à Colombes, justement. Et le pourquoi du comment on a atterri dans ce studio. Parce que, encore une fois, je raconte toute cette vie, c'est un peu des imprévus. Nous, on était partis pour demander des sons à Desch, parce qu'on nous avait conseillé, bah tiens, Desch, il fait des sons. Vous êtes à Villiers-le-Bel, c'est un gars de Sarcelles. Donc, il y avait un danseur de chez nous qui s'appelait Abdou. Donc, des GBF, c'était le chef des GBF. C'était un groupe très connu à l'époque. À l'époque, c'était vraiment les danseurs qui avaient... voilà, tu vois, il a eu le vent en poupe, c'était les danseurs, la hype, tout ça. C'était la danse avant le rap, tu vois. Et lui, Abdou, le fameux Abdou, me dit, bah tiens, je fais une soirée chez moi. Et il y aura un DJ qui s'appelle Desch, et lui, il fait des sons. Et donc là, on s'est dit, ben, on va profiter d'aller voir ce fameux Desch. On connaissait pas, hein, tu vois, on est arrivé dans notre quartier, il y avait une soirée dans notre quartier, ok. On le rencontre, il nous dit, bah, passez chez moi, et là, j'ai pas trop le temps, je suis sur une compile. Donc, la compile, l'art d'utiliser son savoir. Passez chez moi, je sais pas, peut-être qu'il avait son idée en tête, je sais pas. Mais, donc, quand on arrive chez lui, il nous fait écouter des sons. Et là, il nous fait même pas écouter des sons, il nous fait écouter un son. Donc, le fameux son de Ball Trap, justement. Comme lui, il était dans sa compile, il avait enchaîné des sons, tout ça, tout le monde avait déjà posé. Il nous fait écouter un son, il nous dit, vas-y, rappez. Et là, je sais pas, après, vu de mon vaisseau, je pense qu'il a apprécié. Puisqu'il nous a dit, ben, vas-y, venez poser demain en studio à Colombes. Je me rappelle, c'était à Colombes, c'était la première fois qu'on se retrouvait dans un studio avec mon frère. Là, encore une fois, c'était pas prévu. Et on est parti, puis on l'a fait, puis s'en est suivi l'aventure Arsenic. La phrase « qui prétend faire du rap sans prendre position », est-ce qu'elle est toujours d'actualité selon toi? Bien sûr. La preuve, quand j'envoie le premier morceau de mon EP pour le présenter, j'envoie le morceau j'écris, parce que c'est un rap qui prend position. Donc pour moi, tu peux bien sûr faire des morceaux festifs. On l'a fait dans Bisson à Bissot, on l'a fait dans nos albums. Un véritable gang congolais, aussi beau qu'un coucher de soleil qui réveille nos pensées haut. Bissot, 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 Bisson à Bissot, 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 Bissot. Mais la base, tu vois, la base du rap, c'est de prendre position.
C'est-à-dire, ça a été fait pour ça et nous, on a grandi avec ça. C'est-à-dire que on avait un micro, on parlait pour tous nos quartiers, tous nos banlieues, dans toutes les villes, dans tous voilà, tous nos frères, nos sœurs, nos tantes, et donc c'était un peu fait pour ça, le rap, tu vois. Et donc, moi, je pense aujourd'hui encore que tu peux pas faire du rap sans prendre position. Avant votre premier album, vous êtes apparu sur des compilations, l'art d'utiliser son savoir, Hostile, etc. Jusqu'à L432. Et c'est à partir de ce moment où il a commencé à avoir une attente de la part des fans qui réclamaient justement un album. Ouais. C'est ce qu'avait prévu Kenzie. Ouais. C'est un grand visionnaire. C'était le plan. Le plan s'est déroulé sans accroc. C'est-à-dire comme le plan de Kenzie, c'était justement quand il nous a entendus dans cette fameuse compile, l'art d'utiliser son savoir. Pour lui, notre style, il était bon pour lui, mais compliqué pour les autres. Bon, d'après ce qu'il disait, nous personnellement, on n'avait pas capté qu'on avait un style particulier ou pas. Parce qu'on rappait dans notre chambre, on délirait comme ça. Et donc lui, il a capté ce truc avant nous peut-être, en disant, ah, vous avez un style, mais il est tellement compliqué qu'il faut habituer les gens à écouter votre flow, couper, cisailler. Tu vois, on avait vraiment un flow compliqué avec les mots, tout ça, on jouait avec les mots, les métaphores. Et lui, donc dans sa tête, il se disait, il faut que j'en habitue les gens à écouter de l'arsenic. Dans les compilations, il avait déjà prévu de sortir des albums des autres membres du secteur 1, on aurait chanté dans les albums et à partir du moment où le public va réclamer un album d'Arsenic, là on va y aller. Et à partir de l'art d'utiliser son savoir, donc dans mes souvenirs, quand on a fait L432, la compile L432, là les gens ont dit ah ouais, là on avait installé le style Arsenic dans les oreilles des gens. Suite à ça, donc, il y a eu l'enregistrement de Quelques gouttes suffisent, votre premier album, qui s'est fait en séminaire à Toulouse. C'était comment à vivre la création de ce premier projet? Eh ben, c'était facile, ça veut pas dire facile, c'est un bien grand mot. Facile dans le sens où on s'est pas pris la tête, quoi. Un premier album, tu balances tout de suite dans tes tripes, sans calcul. On a envoyé un premier morceau, Boxe avec les mots, t'imagines bien que quand on l'a fait, on s'est pas dit c'est notre single. Ouais. Donc, on envoyait tout sans calcul, un peu comme on était, quoi. Et le premier album, je trouve que c'est toujours plus facile à le faire parce que tu réfléchis pas. Et donc tu balances ton truc parce que tu sais pas où tu vas, tu sais pas si tu vas avoir un succès ou pas. Tu balances ton délire et puis advienne ce qu'il advienne. Et encore une fois, nous quand on a sorti l'album et quand tu nous as dit ouais ton album sort demain, on s'est dit mais pourquoi les gens vont aller l'acheter? On était toujours à Villers-le-Bel, au 6e chaudron, dans notre bâtiment. On dit pourquoi les gens vont se lever pour aller acheter l'album de 2 Renois de Villers-le-Bel, 2 Congolais de Villers-le-Bel dans leur chambre, qui ont écrit un album, pourquoi les gens vont aller? Après, l'histoire d'Irak, 100 000, 200, 300, c'est fini. Là, maintenant, c'est ça le délire. Mais justement, j'ai retrouvé un article du Parisien, publié quelques semaines après la sortie de Quelques gouttes suffisent, dans lequel Lino disait « ça va tellement vite qu'on peut pas réaliser ». Vous vous attendiez vraiment pas à un tel succès et aussi rapidement surtout. Ouais, c'est ça. À l'époque, il n'y avait pas Internet, tu vois. Internet, tu peux prendre un peu la température, le buzz, les trucs. Mais nous, il n'y avait pas ça. Donc, tu étais dans ton quartier, tu faisais tes morceaux, ça passe à la radio, tant bien que mal. Et tu pouvais pas jauger le kiff des gens, tu vois. Et nous, on l'a vu après les premières ventes, tout ça. C'est là où on s'est rendu compte quand on a fait disque d'or rapidement. Donc à l'époque, c'était 100 000 albums vendus en physique. Et à partir du moment quand on te donne ton disque d'or, là, t'as compris que tu fais partie du monde artistique. Mais vraiment, nous, on était jusqu'au jour où on fait une soirée dans une péniche pour nous livrer notre disque d'or. On était les petits mecs de Villers-le-Bel, tu vois. Suite à tout ça, vous enchaînez avec le groupe Bissona Bisso et l'album Racine, qui a un grand succès. Il y a votre rencontre avec Nelson Mandela au Cora Awards en Afrique du Sud. Tu l'as déjà raconté plusieurs fois. Mais ce qui m'intéresse, c'est la tournée en Afrique. T'en parles dans une bonne partie du livre, dans laquelle tu racontes votre retour au pays, chargé d'émotions entre bazar à l'hôtel et amour du peuple. Ouais, c'est ça. C'est que, encore une fois, pour un résumé rapide de Bissona Bisso, encore voilà, c'était encore pas prévu. Donc, on arrive à la guerre au pays, nous on fait le morceau, on réunit tous les Congo-Brazza qu'on connaît dans le rap. On fait un morceau, on est parti pour faire un morceau en fait.
pour dire un peu, voilà, arrêter les guerres, on est soi-disant des guerres ethniques, on est d'ethnies différentes, et pourtant on est tous congolais, on fait un morceau, on envoie, boum, succès, merde, faites un album, ok. Donc on se dit, ok, on s'enferme dans une maison, je sais pas si, on fait l'album. Et encore une fois, nous on était des groupes différents, tu vois, chacun avait ce groupe respectif, nous Arsenic, Benji, Negmaron, donc on savait qu'après cet album, on allait retourner dans nos groupes, et ben non. Il y a tellement eu de succès dans cet album et c'était encore plus gros que nos groupes respectifs parce que nous, Arsenic, c'était très ciblé, banlieue, machin, nos vies de banlieusards. Mais là, Bissau, c'était un peu plus large. Donc là, ça sous-entendait des voyages au pays. C'était accueilli partout. Donc, pas seulement au Congo. Nous, on visait vraiment au Congo-Brazza au début. Mais c'est parti dans tous les sens. Et jusqu'à la rencontre avec Mandela, tout ça, on a gagné le premier prix meilleur groupe d'Afrique au Hard, en Afrique du Sud, meilleur clip vidéo aussi ce jour-là, donc tout nous tombait dessus comme ça, on n'était pas prêts, tu vois. Mais on a kiffé, après on s'en est suivi une tournée, et donc maintenant j'étais plus seulement Calbo d'Arsenic, j'étais Calbo du Bisso Nabisso. Donc souvent il y avait des mamas ou des gens qui s'intéressaient pas au rap street, ils disaient Calbo non, je connais pas, Arsenic non, Bisso, ah oui, Bisso, oui, ouh. C'est un peu ça, tu vois. Donc, on a vraiment eu 2 carrières grâce à ça, quoi. Il y a des moments drôles dans ce livre également, comme la fois où tu parles d'un certain concert que vous avez fait sur l'île de la Réunion avec Bissau et de cet esprit de compétition qui règne entre vous. Ouais. En fait, c'est le délire, c'est que moi, dans mon compte, vous êtes 8 comme ça, 9 sur scène. Il y a toujours, vous êtes un groupe, mais dans les groupes, il y a toujours la compétition, tu vois. Qui va faire mieux? Pour lui, dès qu'il parle, le public saute en l'air. Donc, on avait ce truc. On se le disait pas, mais chacun avait ses trucs. Et moi, mon truc, c'était, quand j'arrivais dans un bled, je me baladais dans la ville et je demandais aux gens, c'est quoi la chanson du pays? C'est quoi, si je commence à chantonner une chanson, tout le public la connaît. Donc, depuis que les gens sont nés, c'est quoi la chanson? Et j'étais parti à la Réunion, ils m'ont dit, Petite fleur fanée. Je dis, c'est quoi, Petite fleur fanée? Et le mec commence à me chanter, Petite fleur fanée. Je dis, ah, ok, d'accord. Et à chaque fois, je demandais aux gens, ils me disaient, ah, tout le monde connaît Petite fleur fanée. Et donc, moi, j'ai appris la chanson, je l'ai gardée pour moi. Et au moment qu'on passe le concert au Bissau, et là, tac, je dis, attendez, là, on avait notre show, il était carré. Les gens, ils savaient. Et puis moi, je coupais toujours le truc. À un moment, je disais, au public, et si je vous dis, et je commence à chantonner Petite fleur fanée, et là, tu vois toute la foule qui chante comme ça, à l'unisson. Et les gars me regardaient comme ça, enfoiré. Enfoiré. D'où t'as sorti ça? Et c'était le délire que j'avais, moi aussi. Et puis l'autre truc, c'est que quand j'allais en Espagne, je parlais espagnol sur scène. Si je vais en Turquie, je parle turc sur scène. Tu vois, j'avais toujours ce petit truc où je faisais ce taf, l'anti-sèche. L'anti-sèche, c'était et là, tu avais une cohésion avec le public que les autres n'avaient pas, tu vois. Donc, tu avais un peu le petit côté, ah non, on a beaucoup aimé Bissau, mais on a beaucoup aimé Calbo parce que son petit fleur fané, là, tu vois, c'était perso, tu vois. Et donc, c'était quelques trucs comme ça que j'avais sous la manche. Dans l'ensemble de ta carrière, justement, est-ce qu'il y a une séance en studio qui t'a plus marqué que les autres? Dans l'ensemble de ma carrière, une séance en studio qui m'a le plus marqué. Alors j'en ai eu beaucoup, mais je pense que celle avec Reza, elle était incroyable. Vous allez t'en parler. Je crois qu'avec Reza, elle était incroyable. Parce que Reza, le chef du Wu-Tang Clan, du Wu-Tang. Donc ça, pour nous déjà, fan du Wu-Tang. Et tu vois Reza arriver au studio avec son camion où il y a tout son matos. En retard en plus. Ouais, en plus il faisait du son. Lui, c'était un gars qui faisait du son, il produisait, il mixait, donc il faisait tout, Reza. Et quand il arrive au studio comme ça, bah déjà nous, Kenzie, je sais pas quelle magie il a fait pour emmener les gars au studio. Et là, on a vraiment fait un feat comme si on faisait un feat avec un gars à nous. On est là dans le studio, on dit bon, on fait quoi maintenant? Et lui, il dit bon, vas-y, on va parler chacun de nos quartiers. Vous êtes d'où? On dit 6e chaudron. Il dit comment on dit 6e chaudron? Donc on lui a fait répéter 6e chaudron, ok? Et lui, on dit Shaolin, ok. Donc on avait ça, de base après il a demandé Arsenic, ok, secteur A, ok, Calbo, Lino, C-A-L-B-O, ok. Tac, et puis noter comment on dit les salopes ici. On dit les tasses, ok, tasse, ok, bonjour, tout ma tasse, ok. Donc il notait comme ça.
Et c'était incroyable. Il est arrivé, il y avait des grands-pères, des grands-mères en baggy, parce que les Caraïbes, quand ils se déplacent, ils emmènent leurs clons, leurs grand-mères, elles sont là en studio comme ça, tous. Et ben, nous, on était là avec lui. Et tout ce qu'il faisait, c'était énorme. On a appris, on a bu. En plus, on était fan du gars. Quand il arrive, même, je le vois, il envoie il prend le gibet au goulot comme ça avant d'aller rapper. Tac, 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 tac. Et il part derrière le micro, il commence à courir dans la cabine avant de prendre le micro. Et là, il lâche son couplet, laisse tomber. C'était mortel. Quand tu écoutes le morceau, tu vois vraiment la cohésion qu'il y a eu quand on a fait le morceau. Et voilà. Et en plus, déjà, il a accepté le son de Jimmy Finger. Parce qu'à l'époque, c'était Reza. Non, on s'est dit, bon, il va mettre son son. Et quand il a écouté le son de Jimmy Finger, et puis il était calibré Wu-Tang, le son. Donc il a dit, ok, c'est bon. Vas-y, il va poser. Quand il a fini de poser, il a poussé l'ingé. Il a lui-même poussé les boutons. Il a dit, c'est bon comme ça. Et c'était charmé. Déjà parce qu'il est arrivé en retard à cause de Old Dirty Bastard qui foutait la merde à l'hôtel. Et il s'est dit, bon, vas-y, je vais tout faire pour eux. Et il a fait plus qu'il devait en faire. À un moment, dans le bouquin, tu dis des souvenirs, des anecdotes, justement. Je pourrais en écrire tout un livre. Que dis-je des livres? On comprend par là que tu as déjà comme projet d'en écrire un autre? Ah, mais c'est sûr, maintenant que je connais la combinaison. Au début, à la base, je pouvais même pas imaginer écrire un bouquin. Attends, je sais pas si c'est à cause de, on est là dans les Victor Hugo, La Fontaine, Guy de Maupassant. On se dit, Renoir, il va écrire un bouquin, pourquoi? Il y en a eu. Bien sûr, les chèques en ta job, tout ça. Mais tu te dis, moi, mec de la banlieue, de la street, qu'est-ce que je vais écrire un bouquin? C'est pas dans mes projets, tu vois. Et le fait d'écrire un bouquin, ben, tu sais comment faire maintenant. Et moi, ce que je conseille aux gens, tout le monde peut, on a tous une histoire. Nous, encore plus, puisqu'on a vécu ces années de rap, tout ça, ces voyages, ces machins, les Mandela, les trucs. Donc, et en même temps, je voulais que ce bouquin soit une motivation pour les jeunes et ceux qui veulent aussi prendre ce chemin. Parce qu'on a traversé des trucs. Il y a une manière et puis bien expliquer que il y a eu beaucoup de rire, mais il y a eu beaucoup de travail derrière, tu vois. Et sans compter. Et pareil que pour le bouquin, quand tu écris le bouquin, tu peux pas te dire, vas-y, je vais écrire une feuille ce mois-ci, une autre dans 3 semaines, une autre Non, faut s'organiser. Moi, je l'ai fait de 5h à 7h du matin, tous les jours. J'écrivais sur feuille A4. J'écrivais comme ça, de 5h du matin à 7h, jusqu'à ce que je finisse le bouquin. Et ma seule question, c'était combien de feuilles A4 devrais-je écrire pour que ça fasse 200 et quelques pages? On m'a dit, vas-y, un paquet comme ça, moi. J'ai dit, ok. Et donc, dès que j'ai fini tout ça, j'étais content. Je me suis dit, bon, en fait, tu prends un moment de ta vie de 5h du matin à 7h du matin tous les jours, et jusqu'à ce que tu finisses. Et après, quand arrive la pochette et tout, là, c'est un autre truc. Là, ah ouais. Et donc, le prochain bouquin, parce que j'ai encore, je pense, beaucoup de choses à dire. Parce que là, c'était vraiment Arsenic, le Calbo d'Arsenic, Bissot. Mais le Calbo qui arrive après, je pense, il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup d'anecdotes aussi, de motivation. Et j'ai l'envie de l'écrire. Parce que derrière, j'ai une vie aussi associative, tout ça, pour aider la jeunesse. Et donc, j'ai envie de l'écrire, tout ça, tous ces trucs que j'ai vécu là. Justement, dans ce livre, en l'occurrence, tu parles également du 3e album d'Arsenic. Ouais. Un album que vous avez longtemps annoncé et que vous dites devoir au public, qui s'appellera Si quelques doutes subsistent. Ouais. Merci d'ailleurs, Kenzie, pour oui. pour le nom, toujours. Il a anticipé. Tu peux nous en parler un peu? Bah oui, nous, on se dit, on regarde tous les morceaux qui étaient là dans mes EP que je compte envoyer, ils étaient là depuis longtemps. Donc dans le EP, par exemple, si tu veux, comme je t'ai dit, j'ai fait des morceaux, c'est toutes les années que je faisais des morceaux, des 10 ans, il y en a qui ont 10 ans, il y en a qui ont 7 ans, et non, il y a que le J'écris et le Deuxième Langue qui sont nouveaux, mais derrière, on a eu vraiment une réserve de morceaux énorme. Et donc, quand les gens nous demandent le 3e Arsenic, on l'avait déjà écrit, le 3e Arsenic. Mais les trucs contractuels de Maison 10 ont fait qu'il n'est pas sorti. Mais pour nous, pour mon frère et moi, on s'est toujours dit on le doit à notre public. Ceux qui nous ont kiffé, et on le fera. On peut pas se dire on va arrêter, on va pas le faire. C'est sûr qu'on va le faire. Parce qu'on aime ça, tu vois.
l'album de Lino arrive dans l'année, alors Ouais. je suis pas sûr que le troisième d'Arsenic arrivera en 2022, mais Ouais, ben oui. Mais je pense qu'on va enchaîner, derrière. Parce que maintenant, en plus, tu sais, c'est comme un coureur qui a repris le sport. Ben, j'ai la plume aiguisée, là. Donc, je vais enchaîner. Si on enchaîne sur Arsenic, la plume, elle sera toujours en activité. Là, ça y est, on a repris les gants. Et Lino, il va sortir son album. Il sera chaud encore. Donc, tant que les plumes elles brûlent, il faut les enchaîner. Et je pense que la meilleure manière d'envoyer ce truc, c'est de pas attendre de l'enchaîner derrière l'album de Lino. justement maintenant, tu t'occupes depuis quelque temps de la jeune rappeuse Laura Yeniche. Ouais. Tu dis qu'elle est la première à qui tu lègues tes savoirs et sûrement pas la dernière. Tu as donc pour projet de continuer ensuite dans la production. Bien sûr, bien sûr. Il y a dans la production, je suis avec mon pote Coiffe qui a monté sa petite boîte Coiffe Prod. Et donc ça m'a facilité le truc parce que moi c'est un truc que je ne maîtrisais pas. Produire quelqu'un, moi je suis quelqu'un plus artistique, tu vois. Et après m'occuper de la jeunesse, oui, transmettre, parce que je pense que c'est la suite logique avec tout le savoir qu'on a accumulé et acquis, toute l'expérience qu'on a acquis de toutes ces années. Il y a plein de choses à léguer et puis je pense que c'est la logique d'un être humain. À un moment donné, tu dois passer derrière, passer le relais. Tu peux pas mourir comme ça avec tes acquis. Des trucs d'artiste tout seul, comme un artiste, machin. Mettez-moi dans ma tombe avec tous mes savoirs. Non, moi je vais léguer pour que nous on nous a tendu la main, Kenzie nous a aidés, Miguel Segui nous a aidés à l'époque, et ben moi je vais faire de même. Et puis, quelle satisfaction quand tu vois des gens progresser grâce à toi, c'est un truc de fou. Et Laura, j'ai vu en elle une meuf qui a la patate, et ben je vais lui glisser mon savoir, et puis plus tard, on ne sait pas ce qu'elle va devenir. Et je pense qu'elle a très très fort potentiel. Il y a une partie du livre que j'ai beaucoup appréciée, c'est quand tu parles des cours d'écriture que tu as donnés en prison et en maison de correction. Ouais. Je voulais savoir ce que ça t'a apporté d'un point de vue personnel. Ah, mais c'est des trucs de fou. Parce que c'est même la base, le pourquoi du comment j'ai écrit le bouquin. Parce que, en fait, c'est grâce à l'association Macadam de mon pote Berthé. Berthé, c'est un dessinateur qui dessinait là-bas en prison et qui, après sorti des prisons, commençait à faire des bandes dessinées du milieu carcéral, tout ça. Berthé One. Et qui a monté une association qui s'appelait Macadam, qui m'a sollicité, m'a dit mais souvent je vais faire des cours de dessin en prison, tout ça. Des fois, ils aimeraient bien des cours d'écriture, tu veux venir avec moi? Je dis bah vas-y, ok. Vas-y, je vais cours d'écriture, prison, tout ça. Moi j'aime bien les aventures bizarres. Donc quand ça sonne bizarre, je dis vas-y, ça me parle. Vas-y, juste viens, on va voir. Et j'y suis allé une fois, à Fresnes, machin, et là tu prends une claque. Là, tu prends une claque. Parce que tu te rends compte que, ah ouais, déjà pour moi, les prisons, c'est pas fait pour les êtres humains. Enfermer les gens, tu imagines enfermer les gens. Et moi, il y a le truc qui m'avait un peu glacé, c'est tout, t'entends, ces trousseaux de clés, ces portes qui se ferment derrière toi, ces protocoles, les staccards, machin. À chaque fois que tu passes, il y a une porte qui se ferme, clac, clac. Et tu te rends compte après, toute la jeunesse, quand les liens que tu lis avec les jeunes dedans, ben c'est charmé. Et moi, ça m'a touché parce que moi, tous les soirs, je rentrais à la maison. Et eux, tous les soirs, ils allaient dans leur cellule. Et donc, ils me disaient à demain, mais ils étaient dans leur cellule. Et quand j'ai fini mes 2 semaines, ils disaient, ouais, Calvo, ne nous oublie pas, tout ça. Et tu te dis, putain. Et ils sont là et tu pars, tu leur amenais un peu de l'extérieur. Et tu crées des liens, tu te rends compte que, ben, c'est des humains qui sont là-dedans. Et avec Arsenic, on a fait beaucoup de concerts en prison. Et donc, je crois même c'était des super moments qu'on a passés. Avec les gars, en restant dans les promenades, tout ça, à parler avec les gars. Je me souviens d'une journée où on était à Poissy, la prison des longues peines. Et après, à la fin du concert, on s'est mis à parler aux gars à la promenade. On te dit, mais ici, il y a beaucoup de gens qui ont tué des gens. Et ça, bon, le mec, il parle, c'est un humain normal. Mais voilà, il a eu son coup de folie. Il y a quelque chose qui me fascine, moi, c'est le fait que vous fassiez partie d'une génération, avec tout le secteur A notamment, qui, sans vous en rendre compte sur le moment, avait participé au développement du rap et à son âge d'or. Vous n'étiez pas conscient au début que vous étiez en train de faire quelque chose d'aussi grand? Non, on n'était pas du tout conscient parce que comme je t'ai dit tout à l'heure,
Il n'y avait pas Internet un peu pour prendre la température, tu vois, la boussole. Non, on faisait vraiment... on a fait dans le secteur A tous les albums qui étaient estampillés secteur A. Avaient au moins un minimum de disques d'or. La vibe était partie. On l'a vu après avec l'engouement du public, dehors, les gens, tout ça. Mais nous, on faisait vraiment ce qu'on kiffe, quoi. Notre kiff, c'était être en studio, faire des morceaux, et après les défendre en concert. Mais on calculait pas tous les à côté. On aurait peut-être dû, mais quand tu prends des gars de cité, ils sont de jeu, ils sortent de la cité, tu calcules pas les à côté. Les contrats, on les signait sans les lire. On avait des piles comme ça de contrats signés, mon frère. Et nous, c'était juste lâche le chèque. Tu vois, donc la carte était devenue gold. Attends, on a un concert, tu touches ce que ton père, tes parents n'ont pas touché pendant des trucs de fou. Donc en plus c'était l'Eldorado du rap. Donc c'est là où tu te rends compte que tu calcules pas en fait. Vraiment, on est avec l'expérience maintenant. Si je dois conseiller des jeunes, je leur dis oui, il faut plus calculer. C'est dans le sens où si on te donne 100 euros, mais 60 euros, ils sont pas à toi. Il y a 60 euros pour l'État. Non, mais non, vous savez pas, 100 euros, ça, wam, je les brûle, tiens, je t'en donne, tiens, t'en veux, tiens. Et tu t'amuses, mais à la fin, bonjour les impôts, oui. Et ouais, tout ça, tu le calcules pas, mais tu devrais. Et dès le début. Parce que dès ton premier euro, ben voilà. Et donc, tout ça, on le savait pas. Et puis, il y a des trucs, voilà, mais il faut le vivre pour savoir. Et tu te rends compte que même, il n'y a pas beaucoup qui ont survécu et qui ont remonté toutes ces époques. À l'époque, on était beaucoup. Et peu ont survécu ou peu tournent encore aujourd'hui. Calbo, t'as sorti récemment ton EP Quelques gouttes de plus, un 9 titres qui sonne très actuel. Est-ce que tu peux nous parler brièvement de l'élaboration de ce projet? Ben ouais, donc le EP, donc c'est un peu, c'est comme je t'ai dit au début, c'est justement pour donc je faisais suite au bouquin où je cite des scènes de vie que j'ai eues dans mon bouquin qui m'ont engrainé ou incité à écrire des morceaux. C'est-à-dire le premier Sans haine, comme je t'ai dit, c'est après mon syndrome de la feuille blanche, j'ai écrit Sans haine, j'ai pris une feuille blanche, je l'ai posée, dès que ça allait mieux, j'ai écrit que veux-tu que je te dise, et le morceau est sorti Sans haine. Boum. Vert, jaune, rouge, je me suis dit, putain, on a bossé, on a gagné de l'argent, on est en mode machin, mais quoi qu'il arrive, tu seras toujours un Renoir pour eux. Et donc, c'est là quand je raconte des anecdotes dans le livre, justement, de ces scènes, les gens s'y retrouveront. Elles sont très marrantes, en plus, parce que moi, je le prends pas mal, en fait, ce qu'on a vécu. Je me dis, je suis pas de nature à pleurer sur mon sort, tu vois. Et donc, j'ai écrit Vert, jaune, rouge, c'est le chemin que prend un migrant et qui au final il veut devenir bleu, blanc, rouge, mais au final on lui rappelle qu'il restera toujours vert, jaune, rouge. Et donc il y a ça. Et la famille, c'est suite à, souvent on nous dit ouais, tous les groupes se séparent, mais toi et ton frère vous êtes toujours ensemble. Et je dis ouais, mais c'est la famille d'en haut. Tu rappelles toujours avec tes frères, la famille d'en haut, la famille d'en bas, tu vois. Souvent on dit ouais, la famille bien, c'est la famille d'en bas. On sait pas, des fois elle peut être là, elle est pas là, donc elle est bonne, mauvaise, tu sais pas. Elle t'envie ou elle t'envie pas, mais la famille d'en haut, elle restera toujours là. Que tu sois un psychopathe ou pas, ta mère, elle t'aimera toujours comme son fils. Donc ça, c'est la famille d'en haut. Et donc j'ai écrit le morceau La Famille. Et quand j'en parle comme ça dans le bouquin, je me suis dit, vas-y, fais un EP et mets ces morceaux-là. Et dans ce morceau, et puis j'ai fait le morceau J'écris. Alors pourquoi le morceau J'écris? Ça, c'est le morceau qui est plus actuel. Je voulais annoncer mon EP avec un morceau, le Calbo d'aujourd'hui. Le Calbo d'aujourd'hui, c'est un mec qui fait du rap sans prendre position, qui veut ce rap comme il est. Il y a beaucoup de choses qui sont passées dans la société, le Covid, les machins. Donc, je voulais le dire dans les morceaux. En fait, j'ai fait le morceau J'écris comme si je me disais, si je devais faire un dernier morceau de rap, comment il serait? Et il serait comme le morceau J'écris. Mon bitume, révolution attachée. Ils en sont temps d'avance, ma salive, je vais pas la gâcher. Parce que les mots blessent, mais les écrits restent. Je suis la peste, choléra, corona, pas besoin de faire. Donc c'est pour ça que j'ai fait ça, pour présenter le EP. Et j'aurais pu faire beaucoup de featuring. J'ai fait le J'écris aussi avec mon frère Lino, ça c'est une surprise qui va arriver. Et le
le morceau avec Laura. Pourquoi? Parce que à la fin de mon livre, je parle de Laura. Et donc, je la présente et je voulais la présenter dans le EP aussi. En disant, voilà, nous, on faisait pas de la drill, on faisait pas de la trappe. Nous, on boxait avec les mots. C'est-à-dire, ça définissait bien le rap d'Arsenic. C'était du boum boum. Que veux-tu que je te dise? Que veux-tu que je fasse? Qui veux-tu que je bute? Qui veux-tu que je baise pour m'en sortir? À qui dois-je faire la bise? À qui dois-je faire la passe? Avec qui je lutte pour m'en sortir? Les morceaux de cette EP sont hyper actuels. Et pourtant, les deux seuls qui sont récents sont au deuxième round et j'écris. Ah ouais. On a vraiment l'impression, en fait, quand on l'écoute, que t'as Ouais, parce écrit qu'en l'EP fait- en 2022. Ouais, parce qu'en fait, par exemple, un morceau comme Guerre, je l'ai écrit à l'époque, c'était Valls, hein, t'as eu le premier ministre, Valls, le ministre de l'Intérieur, je sais plus. Et parce que quand tu l'entends, je crois que je parle des gilets jaunes, je parle de ce qui se passe actuellement. Quand je dis, ils font danser avec tu vois, c'est comme si je pourrais mettre des images de gilets jaunes avec les CRS, machin, tac, le morceau Guerre, alors que je l'ai écrit il y a longtemps. Il n'y avait même pas tout ça quand je l'ai écrit. Et pourtant, Ben, on peut l'écouter aujourd'hui. Comme quoi, rien ne change. Et le morceau, par exemple, Né dans un bâtiment, celui-là aussi, il m'a été inspiré aussi par mon fils, parce que moi, j'écris des images, en fait. Je pense d'abord aux images avant d'écrire le morceau. C'est pour ça que j'écris des morceaux de ma vie, des trucs qui me sont arrivés. Donc, j'ai des images en tête de ce qui m'est arrivé, et je peux l'écrire, le retranscrire sur la feuille. Et donc, voilà. Donc, la suite des morceaux, c'est ça. Mais encore une fois, je sais pas si c'est le talent qui fait ça. Il fait que c'est intemporel, la musique. Hein? Merci Calbo pour le temps que tu m'as accordé. Je le rappelle, ton EP Quelques gouttes de plus est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Ton livre est toujours disponible aussi. Voilà. Un petit mot avant qu'on se laisse. Ben voilà, donc surtout, ne vous laissez pas raconter l'histoire. Allez vous-même la créer et l'écouter, la lire. Et moi, j'ai qu'un mot à dire. Zéro raison de ne pas faire et de ne pas réussir. Donc, les livres sont partout. Comme tu dis, on peut les trouver partout. Donc voilà.